Il est vraiment bizarre. Ouais, attends, il faut que je te raconte, j'ai enregistré une vidéo où je fais Marguerite Duras, je suis déguisé en boucher à la reine. C'est super. Attends, excuse-moi, j'ai un problème à la rédac. Alexandre, qu'est-ce qu'il fait, Mathieu là Il fait E.T. pour la 3e fois de la semaine encore. Là. Mathieu, qu'est-ce que tu fais? Je rentre chez moi. Mathieu, tu fais E.T. Non. C'est quoi ça, Mathieu? C'est pour aller plus vite. C'est un tremplin, Mathieu. T'es encore en train de faire E.T. Non. Eh Mathieu, je le mets où du coup E.T. Bien le bonjour, comment ça va? Moi ça va très très bien parce que je vais vous parler d'E.T. de Steven Spielberg, un film que vous avez aussi vu des milliers de fois et que vous connaissez probablement par cœur. Mais c'est pas grave parce que quand on aime, on ne compte pas, et c'est d'ailleurs parce qu'on ne compte pas que je vais ignorer l'impopularité de mon dossier écrit sur le site pour le décliner en vidéo. Mon dossier, il a bidé, ce que je trouve assez étonnant en fait parce que E.T. c'est définitivement une référence commune, hein. Une immense partie de la population cinéphile l'a vu, pour la simple et bonne raison que c'est un des quelques films estampillés pour enfants qui a vraiment su traverser les générations. Qu'importe la période, beaucoup de parents mettent leurs gosses devant E.T. parce que c'est une histoire dont la popularité extrême a dépassé le marketing de l'époque, hein. Une histoire qui est devenue le terreau de toute une suite de longs métrages qui reprennent la même structure, etc. mais qui paradoxalement n'a pas tant vieilli dans l'imaginaire collectif, alors que c'est quand même un film qui aura 40 ans l'année prochaine. Donc on peut dire que E.T. est responsable de toute une nouvelle vague de films que les producteurs ont destinés à la marmaille, dont les meilleurs sont clairement ceux qui se sont amusés à transgresser ces règles, hein, comme le très cool Explorers de Joe Dante, que je vous conseille d'ailleurs vraiment fortement. Donc voilà, on va revenir sur ce film, pourquoi c'est un des meilleurs Spielberg, et pourquoi il a marqué l'industrie et l'esthétique de Spielberg en général. Bon, du coup, je viens de parler de son statut de film pour enfants, mais justement, ce qui en a fait un grand film, c'est aussi le fait qu'il n'a pas été conçu comme tel, ce qui peut porter à confusion, puisqu'aujourd'hui, justement grâce à E.T., on considère Spielberg comme le cinéaste familial par excellence. Pourtant, le mec s'est fait connaître secrètement avec un road movie qui lorgne sur le survival, il a explosé avec un pur film de monstre, et il a commencé à acquérir ses lettres de noblesse avec un film de science-fiction qui parle de famille, certes, mais qui reste assez sombre. Oui, selon moi, on ne peut pas se lancer dans une analyse d'E.T. sans parler de Rencontre du troisième type, qui est littéralement son parent. Donc je ne vais pas revenir plus que ça sur ce monument, mais c'est quand même un film assez définitif sur la science-fiction, surtout dans sa façon de représenter l'altérité extraterrestre, que ce soit formellement, hein, on a tous les dernières minutes en tête, ou narrativement, avec une sorte de plongée dans la psyché d'une humanité fascinée à l'extrême pour tout ce qui vient du ciel. E.T. lui emprunte donc beaucoup, et c'est normal. Il est en fait issu d'une suite potentielle de Rencontre du troisième type, un projet donc légendaire intitulé Night Skies. En vrai, on pourrait consacrer une vidéo entière à ce projet qui a beaucoup inspiré le cinéma américain sans même avoir été vraiment développé et qui aurait pu être réalisé d'ailleurs par Toby Hooper ou Ron Cobb. D'ailleurs, la filmographie de Spielberg regorge d'emprunts à cette suite, hein. Je pense notamment qu'on doit pouvoir retrouver des traces dans La Guerre des Mondes. Night Skies devait donc être le penchant horrifique de Rencontre du troisième type, où les aliens sont pas jojo et où ils attaquent l'humanité ou plutôt une famille sans défense. Donc autant dire que si c'était sorti et que ça avait marché, ça aurait orienté la carrière du réalisateur vers une autre direction. Donc en gros, dans ce film, donc, qui n'a jamais vu le jour, hein, je rappelle, une famille se fait terroriser par une bande d'extraterrestres. Donc c'est une histoire qui est vaguement inspirée d'un pseudo fait divers qui a été relayé par les médias. Et donc dans le script original de John Sayles, qui a également écrit Piranha, Hurlement ou plus récemment Dans la brume électrique, à la fin, il y a un des extraterrestres qui est abandonné sur Terre par sa propre espèce. Et donc après tout le chantier que fut le tournage du premier Indiana Jones, Spielberg il est vraiment plus trop chaud pour faire ça, qui était quand même un projet initié à l'origine par Columbia, mais cette conclusion qui est assez tragique, elle résonne vraiment avec lui. Alors, en fait c'est pas un secret que E.T. c'est très autobiographique, vu qu'il parle in fine du divorce de ses parents, donc le réalisateur il part de ses prémices, et il planche donc sur un développement de ce récit d'extraterrestre qui est laissé derrière. Donc voilà, je suis allé assez vite sur cette très grosse anecdote parce que bon, le sujet en soi c'est moins l'histoire objective de la création du film, que le ton du film en lui-même, que je trouve personnellement encore plus dépressif que Rencontre du troisième type. En effet, si dans celui-ci les humains sont juste des gens dont les extraterrestres sont des sujets d'obsession, dans E.T., tout est à hauteur d'enfant, donc ce sont les humains les envahisseurs. Et le vrai aspect flippant de cette science-fiction, ce ne sont pas les soucoupes volantes géantes ou cet extraterrestre qui est finalement pas très beau, mais bien le dispositif étouffant que met en place les autorités vers la fin du film. Et de façon plus évidente encore, c'est la façon dont sont mis en scène les traqueurs humains qui est criante de déshumanisation. Je veux dire, ils ont même pas de visage, ils sont caractérisés uniquement par des halos lumineux menaçants, et donc l'altérité qui fait flipper, c'est les humains.
Du coup, Spielberg il s'inspire de la noirceur de son projet avorté, tout en retournant un peu son concept et en s'appuyant sur un point de vue, donc celui d'Elliott, pour montrer la terreur que peut inspirer les humains en eux-mêmes. Bon, du coup, j'ai l'air d'un peu me contredire, puisque j'avais dit qu'E.T. ressemblait beaucoup à Rencontre du troisième type, et là je dis que Spielberg en a fait autre chose. Mais même si son traitement de la science-fiction dévie alors qu'il fait des films qui sont de plus en plus à hauteur d'enfant, on sent que le film est vraiment une prolongation et même un affinage du cinéma de Spielberg d'un point de vue purement esthétique. C'est facile d'expliquer cela avec les scènes d'introduction et de conclusion qui font forcément écho à la fin de Rencontre du troisième type. Les designs des vaisseaux, par exemple, sont très similaires, surtout quand ils obéissent au même code cinématographique. Bon, vous voyez les soucoupes volantes à la Spielberg et surtout à la Douglas Trumbull, qui s'occupait des effets visuels sur Rencontre du troisième type. Donc ce sont des sortes de gros buildings volants qui font beaucoup de lumière. Et c'est là, pour moi, que réside le génie de Spielberg au début de sa carrière. C'est que le mystère, le fantastique, l'élément perturbateur, c'est toujours du cinéma pur. Et dans E.T. et dans Rencontre du troisième type, c'est vraiment évident. Les extraterrestres ne sont rien d'autre que du son et de la lumière, c'est-à-dire les deux composantes primaires du 7e art. Et pour moi, E.T. va encore plus loin, parce que c'est vraiment un personnage de pur cinéma. Il ouvre les champs des possibles cinématographiques, il provoque des gags qu'on pourrait rapprocher du slapstick, donc les cinéphiles américains connaissent, il peut voler, donc un grand poncif du cinéma hollywoodien, et il produit sa propre lumière. Il remplace en fait le panneau de Rencontre du troisième type, avec les notes, tout. C'est donc vachement plus intimiste et forcément beaucoup plus touchant. Tout. Pourquoi j'ai fait ça? Tout. Et du coup, l'amour que porte Elliott à E.T., alors que ses parents divorcent en toile de fond, c'est l'amour que porte Spielberg au cinéma. Et je trouve que c'est un truc qu'on retrouve dans tous ces films plus calibrés pour la jeunesse. Il y a une sorte d'éducation au cinoche qui est vraiment belle, et je pense du coup que ce n'est pas pour rien que le film a donné envie à tant d'enfants de devenir profondément cinéphiles, et en plus il triche pas, parce que comme dans toute œuvre de ciné qui se respecte, la mise en scène et la sublime BO de John Williams et le scénario se répondent, comme pour dire, tu vois gamin, c'est ça la puissance du ciné. Et autant c'était déjà fort de le dire avec des soucoupes volantes, mais le faire avec des soucoupes volantes, des gosses et un alien marron chelou, c'est encore plus fort. D'ailleurs, l'héritage mythologique du truc en dit beaucoup. Ce que les gens ont surtout retenu d'E.T., c'est un plan, celui du vélo devant la lune, et une réplique E.T. téléphone maison. Et la façon dont la mise en scène répond au scénario là-dedans est juste dingue. Je vais reprendre le même exemple que j'ai pris dans mon dossier, vu que personne l'a lu. Une scène que j'adore, peut-être ma préférée du film, parce qu'elle est géniale dans sa construction et très belle, c'est la scène de dissection des grenouilles. Bon, déjà, il faut savoir que dans le scénario, Elliott et E.T. sont connectés mentalement. Au début, la caméra suit les grenouilles seulement, puis reste subtilement sur Elliott et son batracien. Donc les deux qui sont de fait complètement isolés par le cadre, interagissent entre eux comme l'enfant interagit avec E.T. Donc c'est un parallèle qui est clairement établi, et d'ailleurs la musique reprend le thème principal, celui qui est lié à l'extraterrestre. Donc là, E.T. comprend le truc du téléphone maison et dicte sans trop le savoir à Elliott de faire preuve d'un élan de liberté. Les grenouilles partent de partout, la mise en scène est beaucoup plus découpée, il y a plein d'inserts plus rapides pour signifier le bordel que c'est, et puis comme ça, les deux espaces-temps se lient le temps d'un plan, le son et l'image du film que regarde E.T. se synchronise avec les actions d'Elliott, la musique qui était intradiégétique, donc dans la fiction, devient extradiégétique, donc en dehors de la fiction, et le geste d'Elliott devient une sorte d'envolée lyrique sublime. Il y a tout dans cette scène. Déjà, elle montre bien la maîtrise formelle de Spielberg, qui parvient vraiment à lier sa mise en scène au scénario, et vice-versa, en restant à hauteur de son jeune héros. Mais surtout, ça marche sur tous les plans. Sur le plan narratif est presque prémonitoire, puisque E.T. va se retrouver dans un bocal duquel il faudra le sortir. Sur le plan de la caractérisation, Elliott aime la liberté. Et sur le plan cinéphile, puisque le climax de la scène se fond dans un film de cinéma, je suis vraiment fan de cette scène, que je trouve super poétique. En vrai, je pourrais parler des heures de la façon dont le réalisateur et son directeur de la photo, Allen Daviau, font tout pour faire de l'inconnu des purs endroits de cinéma, grâce aux raies de lumière par exemple, aux nuits américaines, ou la façon dont la mise en scène
prend toujours de l'avance sur l'intrigue, comme pour rappeler sa suprématie. Il y a des travelling qui sont anodins en apparence, qui passent régulièrement derrière des bocaux ou des surfaces en verre pour figurer l'enfermement à venir, plein de détails qui ne font que renforcer la cinéphilie qui est incrustée bien profond dans le film. J'adore le plan de dehors la maison, là où E.T. est découvert, découpé en 3 parties qui va du confort du foyer au mystère lumineux. Bref, c'est sublime, et en fait ça fait mentir tous ceux qui pensent qu'on peut tout excuser sous prétexte que c'est pour les gosses. Même le design de l'extraterrestre, qui est signé Carlo Rambaldi et qui a été un peu décrié quand même, s'adapte plus à la caméra que la caméra ne s'adapte à lui. Ses longs doigts remplissent parfaitement le format 1.85, l'extension de son cou le fait dépasser des décors environnants avec un certain humour, et on connaît tous la charge émotionnelle qui se cache derrière sa bioluminescence. Ainsi, et alors qu'il a déjà derrière lui un beau paquet de classiques en devenir, Spielberg passe vraiment une étape avec E.T. Il y assume enfin les composantes les plus connues de son style, tout est véritablement raconté à hauteur d'enfant, donc ses thèmes de prédilection comme les conflits familiaux et l'explosion de la cellule familiale ne sont plus des idées sous-jacentes, mais de véritables moteurs narratifs. E.T. ressuscite littéralement au contact de ses proches, ce qui est quand même un concept Spielbergien pur. Bon, et la fin, c'est vraiment une résolution idéale pour lui. Mais ce que je trouve encore plus passionnant quand on le replace dans sa filmographie et sa carrière, c'est que c'est son premier film à vraiment penser sa place dans la pop culture. Alors il a fallu qu'il commence à vraiment devenir une figure de proue du divertissement hollywoodien, et on peut remonter ça aux Aventuriers de l'âge perdu. Donc le premier Indiana Jones, qui est déjà un tissu de référence bien conscient de son statut de gros divertissement, mais E.T. passe vraiment à l'étape supérieure en montrant directement des figurines Star Wars dans la fiction, un clin d'œil à son ami George Lucas, un clin d'œil super ironique puisque E.T. sera le premier à battre l'aventure de la galaxie très lointaine au box-office avec 359 millions de dollars de recettes pour 10 millions de budget. Donc ça va, il a le droit de se penser populaire. Plus généralement, Elliot n'est pas comme ses prédécesseurs, c'est pas un simple personnage de cinéma, mais lui-même un héritier de la pop culture, et c'est d'ailleurs ça qui lui confère une curiosité et un humanisme. Spielberg commence à vraiment se rendre compte de la puissance de son propre cinéma, et c'est bien pour ça qu'E.T. raconte surtout la puissance mythologique du cinéma en tant que tel. Il commence à réfléchir à son propre univers sur pellicule, un univers auquel il va donner un cadre dans la foulée, Amblin ou Amblin, ça dépend si vous êtes anglophone, sa boîte de production créée en 1981 qui symbolisera à elle seule le divertissement des années 80 pour des générations de gosses. Évidemment, c'est pas un hasard si l'emblème de la compagnie reprend le célèbre plan sur la Lune qui en dit long sur ses aspirations. Cette esthétique très métafilmique, très consciente d'elle-même, va ensuite se développer jusqu'à aujourd'hui où des dizaines de séries jouent sur la nostalgie d'Amblin. Évidemment, je parle de Stranger Things qui capitalise à fond sur l'esthétique qui est plus ou moins née avec E.T., mais n'en garde que le jeu de référence. La boucle est un peu bouclée au point que Spielberg lui-même a essayé d'analyser cette évolution extrême d'une orientation hollywoodienne qu'il a lui-même lancée avec Ready Player One qui, bon qu'on l'aime ou pas, et d'ailleurs il est bien possible qu'on se batte à son propos dans une vidéo future, a quand même rappelé au monde que lui était à l'origine de tout ça. Alors que même E.T. s'est mis à la VR dans une pub pour Xfinity. C'est pourquoi selon moi ça reste un film pertinent. C'est une œuvre profondément cinéphile qui reste un des gros piliers de la façon dont on consomme le divertissement. J'espère que tout ça vous a donné envie de skipper la prochaine saison de Stranger Things pour revenir aux bases de tout ça. Non, en vrai je déconne, faites ce que vous voulez et prenez du plaisir devant les divertissements Spielbergiens, ceux qu'il a réalisés ou pas. D'ailleurs, vous pouvez enchaîner avec la vidéo sur Hook, comptée avec beaucoup plus de métaphores scabreuses par l'ami Simorio. D'ailleurs, E.T. vient de rejoindre Hook sur Netflix, c'est l'occasion d'en profiter, parce que même quand les salles sont fermées, Emile Cinoche c'est avant tout le regarder sous toutes ses formes. Bon, maintenant il paraît que je suis contractuellement obligé d'évoquer vos mamans, alors je vais me contenter de leur souhaiter le meilleur. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à nous partager, nous liker et à venir nous lire sur le site. A plus.